Alors, en droit marocain, à quel moment est-ce qu'une simple promesse, une parole donnée, se transforme en un véritable contrat avec force de loi? C'est la question qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va plonger dans les règles qui font d'un simple accord un engagement juridique solide. Alors voilà le programme. On va d'abord voir les fameux 4 piliers d'un contrat. Ensuite, on se demandera qui peut vraiment s'engager. On parlera du consentement, ce fameux oui qui doit être sincère, puis l'objet et la cause du contrat, de quoi on parle et pourquoi. Et pour finir, on verra ce qui se passe quand ça tourne mal, quand une promesse n'est pas tenue. Voilà, c'est vraiment la question centrale. Qu'est-ce qui fait la différence entre une simple discussion et un engagement qui, lui, vous lie légalement? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans les fondations du droit des contrats. Des principes qui, en fait, sont partout dans notre quotidien, de l'achat d'un simple café jusqu'à la signature d'un bail. Alors, pour qu'un contrat soit vraiment solide, il faut qu'il repose sur 4 piliers. C'est un peu comme une maison. Si un seul de ces piliers manque ou est fragile, eh bien tout l'édifice peut s'écrouler. Allez, on commence tout de suite par regarder de plus près ses fondations. Et ce n'est pas juste une image, c'est écrit noir sur blanc dans la loi. L'article 2 du Code des obligations et contrats, qui est vraiment le socle du droit civil marocain, il est limpide là-dessus. Pour qu'un accord tienne la route, il faut impérativement ces 4 éléments. La capacité, le consentement, l'objet et la cause. Alors, attaquons le premier pilier, la capacité juridique. La question est toute simple en fait. Qui a le droit de s'engager? Parce que, attention, d'un point de vue légal, tout le monde n'a pas ce pouvoir. Le principe de départ, c'est simple, et c'est l'article 3 qui le dit. En gros, tout le monde est capable de s'engager. C'est la règle, c'est le grand principe de la liberté contractuelle. Mais il y a des exceptions, et elles ne sont pas là par hasard, elles sont prévues par la loi pour protéger les personnes les plus vulnérables. Prenons un exemple très concret. Imaginez un mineur qui signe un contrat, disons pour acheter quelque chose d'important, sans l'accord de son tuteur. Eh bien, ce contrat ne pourra pas être retourné contre lui. La loi est claire. La protection de la personne passe avant la rigidité du contrat. C'est un principe de protection fondamental. Bon, maintenant qu'on sait qui peut s'engager, passons au cœur du réacteur si on veut, le consentement. Un contrat, ce n'est pas juste un bout de papier avec une signature, c'est avant tout une rencontre de volonté. Et pour que cette rencontre soit réelle, le oui doit être sincère, libre et donné en pleine connaissance de cause. Et là-dessus, la loi ne plaisante pas. Un consentement qui était obtenu par la force ou par la ruse, ce n'est tout simplement pas un consentement valable. C'est ce que les juristes appellent les vices du consentement. Et un vice du consentement, ça peut faire tomber tout le contrat. C'est radical. Regardez, l'article 50, par exemple, il est très parlant. Il vise le cas de la violence, de la contrainte. C'est simple, si on force quelqu'un à signer en le menaçant, physiquement ou moralement, son accord ne vaut rien. Le consentement est vicié, comme on dit, et le contrat peut être annulé. Et il n'y a pas que la violence. L'article 52, lui, parle d'une autre situation, le dol. Le dol, c'est un mot un peu technique pour dire la tromperie, la ruse. Si une des parties ment ou cache volontairement des infos super importantes pour pousser l'autre à signer, eh bien là aussi, le consentement n'est pas valable, le contrat est bancal dès le départ. Ok, alors récapitulons. On a des personnes qui ont la capacité de s'engager et qui ont donné un consentement libre et éclairé. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut encore que leur accord porte sur quelque chose de précis et qu'il ait un but légal. Et c'est là qu'interviennent nos 2 derniers piliers, l'objet et la cause. Alors c'est assez simple à comprendre. L'objet, c'est le quoi du contrat. De quoi on parle? Vendre une voiture, fournir un service, louer un appart. La cause, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que je m'engage? Par exemple, la cause de mon obligation de payer, c'est que l'autre s'engage à me livrer la voiture. Mais attention, cette cause doit être légale. Évidemment, si on s'engage à payer quelqu'un pour quelque chose d'illégal, eh bien le contrat est nul et non avenu. Il n'a aucune valeur. Bon, imaginons maintenant le scénario parfait. On a un contrat avec les 4 piliers, tout est en ordre. Mais voilà, une des parties ne respecte tout simplement pas sa promesse. Qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on entre dans le domaine de la responsabilité contractuelle, avec de vraies conséquences. Face à une promesse rompue, la personne lésée n'est pas démunie. L'article 259 lui donne le choix, c'est une sorte de choix stratégique. Première option, elle peut exiger l'exécution forcée du contrat. Autrement dit, obliger l'autre à faire ce qu'il avait promis. Deuxième option, elle peut demander l'annulation du contrat. Et dans les 2 cas, elle peut réclamer des dommages et intérêts pour compenser le tort qu'elle a subi. Et pour que les choses soient bien claires, la loi prévoit même des chiffres. Prenez les retards de paiement, c'est un cas hyper fréquent. Eh bien, l'article 618-12 est très précis. La pénalité peut monter jusqu'à 1% par mois du montant qui est dû. Et ce 1% par mois, ce n'est pas juste symbolique, ça peut vite grimper. C'est un véritable outil de pression pour s'assurer que les échéances, que les délais qui sont dans le contrat soient respectés. C'est une façon de dire, le temps c'est de l'argent et le contrat le prend très au sérieux.
Finalement, ce qu'on voit, c'est que derrière chaque accord, de la simple parole donnée jusqu'au contrat le plus sophistiqué, il y a cette même structure juridique qui veille. Ça amène une dernière question, une réflexion. La prochaine fois qu'on donnera sa parole ou qu'on conclura un accord, est-ce qu'on pensera à ces 4 piliers qui peuvent transformer une simple promesse en un engagement dont on ne peut plus se défaire ?